Bien alors, c'est une petite vidéo sur le document numéro 9, hein. Le document numéro 9 d'avril 2013, c'est le 9e rapport publié par le comité central, qui est, je cite, un communiqué sur l'état actuel de la sphère économique, hein. C'est comme ça qu'il est intitulé, mais je voudrais dépasser l'anecdote, si vous voulez, et me servir de ce document à plus ou moins long terme, hein, dans cette série de vidéos sur la Chine pour penser l'absolutisme, hein, pour penser le pouvoir absolu. Je crois que depuis Jacques Ellul, qui est un philosophe, si vous voulez, ou un juriste, hein, professeur de droit constitutionnel de la faculté de Bordeaux, nous n'avons plus guère de penseurs de l'absolutisme. Jacques Ellul, c'est aussi l'auteur d'un très bon article sur l'absolutisme dans l'Encyclopædia Universalis, auquel je vous renvoie et auquel on aura sans doute l'occasion de faire référence. Voilà. Ce document numéro 9 qui peut nous servir qui va nous donner une matière très consistante, hein, pour penser le retour de l'absolutisme en Chine et dans le monde, c'est un document qui a été porté à la connaissance du grand public par une journaliste chinoise, Gao Yu, qui a pris, je crois, 7 ans de prison, hein. Voilà, après la parution de cet article sur le site Mingjing, la journaliste a été repérée, traînée devant les tribunaux et condamnée, hein, à 7 ans de prison. Alors, ce document, voilà, moi je ne suis pas là pour porter du jugement sur je dirais, moraux, politico-moraux, sur ces anecdotes historiques. J'ai mon avis, mais si vous voulez, je le garde. Ce qui va plutôt m'intéresser dans ces vidéos, c'est de comprendre. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit, comprendre et non pas juger, conformément à la méthode que me souffle subtilement Spinoza. Alors, ce document alerte sur ce qu'il appelle la lutte intense contre les 7 fausses tendances ou les 7 tendances erronées de l'histoire. Ces 7 tendances erronées de l'histoire qu'il faut combattre dans cette première vidéo consacrée au document numéro 9. Je vais me contenter de les lister sans trop les commenter. Alors, la première tendance perverse à combattre, c'est la démocratie constitutionnelle à l'occidentale. Les Chinois l'ont découvert un petit peu brutalement avec la publication de ce document numéro 9. Mais ils auraient fini par le découvrir, donc je ne sais pas si Gao Yu a vraiment révélé un secret absolument... enfin, le secret n'était pas très bien gardé, et je pense que Xi Jinping n'avait pas d'autres projets que celui-là, hein, combattre le constitutionnalisme à l'occidental. Alors en 2013, c'était peut-être pas tout à fait, le virage n'était pas complètement engagé. On pensait que c'était encore une espèce de Gorbatchev, possiblement une espèce de Gorbatchev à la chinoise. Et sûr qu'après la publication de ce document, Xi Jinping ne pouvait plus apparaître comme un Gorbatchev, mais c'est là que véritablement on a commencé à parler de lui plutôt comme d'un nouveau Mao Zedong, hein. Voilà, alors là, la démocratie constitutionnelle à l'occidentale, c'est le principe de la séparation des pouvoirs, c'est le multipartisme, c'est les élections, c'est
c'est le principe de l'indépendance de la justice, voilà tous les thèmes repris par les constitutionnalistes au cours de l'année 2013, par les avocats aux pieds nus. Voilà. Alors là, évidemment, ils ont été surpris, mais on est sur un thème fondamental et il faudra y revenir pour comprendre la critique que l'absolutisme adresse au constitutionnalisme. La deuxième fausse tendance à combattre, c'est celle des valeurs universelles. C'est les droits universels, les droits de l'homme, sur lesquels les Chinois ont une appréciation assez très nuancée, très contrastée au regard d'une histoire qui leur a montré qu'on peut très bien, comme l'ont fait les puissances occidentales tout au long du XIXe siècle et du début du XXe siècle, on peut très bien afficher haut et fort, proclamer haut et fort ces droits universels de l'homme et du citoyen, et puis pratiquer le colonialisme à outrance. Bon, les droits de l'homme sont évidemment du côté de la force, et c'est pas Marx, qui justement est très lu en Chine, c'est pas Marx qui contredirait cette affirmation, lui qui a longuement, on pourra peut-être y consacrer une vidéo, montré comment ces droits de l'homme pouvaient servir de mystification théorique et juridique à une véritable barbarie économique et morale. Voilà. Donc une très grande défiance des Chinois à l'égard de ces valeurs, à l'égard de ces règles du jeu fixées par l'Occident, règles du jeu dont les Chinois ne veulent pas. Et on peut les comprendre au regard de ce qu'ils ont subi. Il suffit de se mettre un petit peu à leur place. Bon, ils préfèrent affirmer en face de ces droits de l'homme d'autres valeurs qui ne prétendent pas moins à l'universalité, mais qui sont inspirées de leur propre culture et qui parlent davantage à leur propre histoire nationale, héritée du confucianisme par exemple. La troisième fausse tendance à combattre, eh bien, c'est celle de la société civile. Entendez par là l'autonomie relative de la société civile sur le plan du débat, de l'opinion publique, relative autonomie aussi sur le plan économique de la société civile. Voilà, ça c'est un point à surveiller parce que cette autonomie de la société civile pourrait être l'occasion, la brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer un certain nombre d'ONG qui en profiteraient pour imposer en Chine, les valeurs occidentales et les manières de faire occidentales. Voilà, donc la société civile est, depuis l'arrivée de Xi Jinping, reprise en main par l'État parti qui ne laisse rien au hasard, je dirais. Donc, alors la société civile, c'est aussi, c'est aussi l'espace de l'individualisme, et ça, c'est un petit peu contradictoire avec les valeurs du communisme. La quatrième fausse tendance à combattre, c'est le néolibéralisme. Donc on a effectivement en Chine une lutte âpre et sévère de cet État parti contre les excès du libéralisme. On a une mainmise absolue de l'État sur la finance et sur le marché intérieur. Raison pour laquelle les Chinois pratiquent un protectionnisme
Voilà, protectionnisme qui n'est pas, si vous voulez, simplement idéologiquement, hein, une défiance à l'égard des nations occidentales, mais une défiance beaucoup plus profonde, je dirais, idéologiquement, une défiance, pour le coup, marxiste et communiste à l'égard du marché. Car dans le monde occidental, ce ne sont plus véritablement les États qui tiennent les rênes de l'histoire, c'est le marché. Certaines, je pense aux GAFA, mais pas seulement, certaines grandes entreprises dans le monde sont plus puissantes que certains pays, ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB de certains pays. Donc que peuvent faire ces pays face à la puissance économique de ces grandes entreprises? Voilà, on peut comprendre que le monde soit en désordre quand le politique n'est plus capable de tenir en joue et de tenir aux ordres, de faire obéir ces entreprises. Eh bien, c'est ce désordre, hein, que la Chine, forte de cette idéologie marxiste, communiste, c'est ce désordre que la Chine essaye d'éviter en contestant le néolibéralisme et ses principes de fonctionnement, notamment la dérégulation des marchés et les règles qui sont celles du libre-échange. Le cinquième point, la cinquième fausse tendance qu'il s'agit de combattre, c'est celle du journalisme à l'occidental. Journalisme à l'occidental qui est le reflet ou la continuation, le lieu du débat de l'opinion publique. Cette opinion publique, vous savez qu'elle a été critiquée par Tocqueville comme une puissance tyrannique, hein. Dans les démocraties, vous trouvez ça dans la démocratie en Amérique, hein, de Tocqueville, il n'est pas sûr que ce soit les gouvernements qui dirigent, hein. Le véritable pouvoir est impersonnel et terrible. C'est un pouvoir tyrannique. Ce pouvoir tyrannique, c'est celui de l'opinion publique. Bien, pour essayer de la contrôler de manière à pouvoir prendre des décisions efficaces, eh bien oui, on peut comprendre que dans une perspective qui n'est pas totalitaire, qui est juste tocquevillienne, on essaye de se donner les moyens de maîtriser l'opinion publique. Alors ça passe par le contrôle du journalisme. Alors je sais bien que la Chine, sur les 174 ou 15 pays, la Chine est classée quasiment avant-dernière, hein, en ce qui concerne le respect des libertés de la presse. Mais c'est parce que, évidemment, la Chine ne comprend plus son rapport aux médias du tout, hein, selon les mêmes critères, selon les mêmes principes, hein, de liberté d'expression qui ont cours en Occident. Voilà. Le sixième point, c'est le nihilisme historique. La sixième fausse tendance à combattre, c'est celle du nihilisme historique. Entendez, je crois qu'il faudra y consacrer une vidéo à part, la critique du maoïsme notamment, hein, et du récit maoïste. Certes, Xi Jinping reconnaît que il y a, d'ailleurs je crois déjà consacré une vidéo à ce sujet, il y a des reproches à faire à Mao, mais la manière de conduire ce débat contre les erreurs de Mao ne doit pas tourner en procès contre le maoïsme. Voilà, il y a une certaine manière d'exercer son esprit critique qui est relativement particulièrement dissolvante. Les Chinois ne le découvrent pas, nous l'avons dit aussi en Occident, le grand penseur, le grand critique de l'esprit critique, c'est Nietzsche par exemple, hein, le grand penseur du nihilisme au XIXe siècle, et des effets dissolvants de l'esprit critique sur la société civile, sur la civilisation européenne, c'est Nietzsche par exemple, hein, vous voyez. Donc on n'a pas besoin d'être un grand
un grand diable ou un grand démon pour critiquer l'esprit critique. Voilà, donc là encore une fois, je crois qu'il ne faut pas se précipiter dans pas se laisser aller au jugement qui pourrait nous venir spontanément à la lecture de ces 7 tendances erronées de ce que Xi Jinping et les élites chinoises définissent aujourd'hui comme des tendances erronées ou perverses de l'histoire. Certes, ils portent un jugement sur nous, ils portent un jugement sur les valeurs occidentales, mais avant de leur répliquer, je crois qu'il est bon, et je crois que c'est ça véritablement l'esprit critique, si nous voulons lui rendre justice, nous devons comprendre le jugement qui nous est adressé avant de répondre, je dirais, trop rapidement par un autre jugement. Le 7e et dernier point, c'est la critique du socialisme à caractéristiques chinoises. Car évidemment, le socialisme à la chinoise, ce n'est pas le socialisme russe, ce n'est pas le socialisme à l'occidental. Et il a ses caractéristiques propres qui commencent à apparaître maintenant, après 6 ans d'exercice du pouvoir, c'est Xi Jinping. Je crois que j'ai déjà consacré une longue vidéo, je crois, à cette histoire du socialisme à la chinoise. Je vous y renvoie. On peut distinguer au moins 3 parties. Je ne vais pas refaire cette vidéo ici, mais difficile et risqué, je crois, de jeter trop vite le bébé avec l'eau du bain. Et là, je m'adresse spécialement à tous ceux qui, en Occident, et ils sont nombreux, à l'époque des Gilets jaunes, à contester la tyrannie que l'économie, les lois du marché, de la finance, exercent sur les politiques européennes et les politiques nationales, et celle de la France n'y échappe pas. Donc si on a une réflexion sur la gouvernance mondiale, l'ordre économique mondial et les réponses à y apporter, eh bien je crois que ce détour par la Chine sera très important, je dirais indispensable. Il faut se l'approprier rapidement pour éviter le pire. Vous savez qu'en Europe, un certain nombre d'États s'inspirent maintenant de cette idéologie autoritaire, absolutiste, qui est celle de la Chine. Je pense à ce qu'on appelle les démocraties libérales, les démocraties illibérales, j'insiste et je surarticule bien, pour qu'on ne se trompe pas, la Pologne, la Hongrie, et d'autres pays qui deviennent, pour des raisons économiques et des raisons d'intérêts commerciaux plus familières de la Chine, comme le Portugal ou l'Italie ou la Grèce. Ces pays deviennent sensibles à l'idéologie autoritaire de la Chine. Si on veut éviter que cet autoritarisme ne prenne des traits trop durs et trop contradictoires avec ce qui est maintenant le fond des valeurs de l'Europe depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis sa nouvelle version, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, si on veut éviter des chocs trop violents, il faut s'emparer de ce débat et le faire aussi posément et raisonnablement que possible, c'est-à-dire en commençant par montrer qu'on a compris les arguments de nos interlocuteurs, de manière à ne pas les transformer en adversaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra aider à l'intelligence, à la bonne intelligence du débat, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne, La Chine en question. Belle journée à tous et à très bientôt.